Eric Lange. C'est moi. C'est lui. Allô la planète. Avec Eric Lange. Il est pas mal, hein, ton jingle. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans mon salon. On y est là ? On y est, tu baisses un peu. Voilà, pardon. Voilà, on y est avec Stéphane dans mon salon. Bienvenue tout le monde, nouveau numéro d'Allô la planète dans mon salon. Le numéro, tu m'as dit, le 9 de la saison 1. Ouais, c'est J'aime ça. bien dire des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de monde. D'habitude, c'est assez discret. Aujourd'hui, il y a un monde fou. Alors, je disais, il est bien ton jingle à Plex. Il s'appelle Plex, le mec. Bon, je choisis pas ses parents. Hein. Et il est là, il est avec nous dans le salon. C'est lui qui fabrique les jingles. Il a rencontré un pote à lui en bas dans la rue qui est monté, qui s'appelle Christophe, qui est réel, qui est dans le canapé, qui est là. Sinon, Stéphane, bien sûr, est là avec sa petite console, l'ordinateur. Tout Bonjour va à bien, tous. Stéphane. Voilà, ça va super bien, écoute. Et aujourd'hui, dans le salon, sont invités Mira et Ourdia. Vas-y. Ourdia. On s'est déjà parlé plein de fois, Ourdia, dans l'émission Allô la planète. Mais viens, sois pas, voilà, toi bien dans le micro comme ça. Qui est venu avec ton compagnon, Oui. Mira. Et notre petit garçon. Alors il y a un bébé en plus aujourd'hui dans la planète. D'habitude, il n'y en a que 2. On va en avoir 3. Donc si vous entendez des bruits d'enfants, c'est Dans tout la à fait... crèche d'Eric Lange. C'est tout à fait normal. Et donc pourquoi tu es là, Ourdia ? Ah oui, parce que oui, tu vis comme un oiseau migrateur. Quoi. Exactement, tout à fait. Je fais comme les hirondelles. Dès que l'hiver arrive, je m'en vais. Je suis à la recherche du soleil. Donc voilà. Il y en a qui ont des vies quand même. Hein. Tu vois, il fait froid, je vais partir ailleurs. C'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Ça fait longtemps que ça dure ? Oh, ça fait 9 ans. Depuis 2009. D'accord, Donc, c'est une vie, quoi. C'est un style de vie. Totalement. Et tu as rencontré une copine à toi qui s'appelle Alexandra, qui est là avec nous. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour tout le monde. Qui est une serial expat, c'est ça ? On va dire ça comme ça. T'as eu une bonne vie d'expatrié, quoi, c'est ça ? J'ai eu plusieurs tranches de vie, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai vécu sur 3 continents différents. Donc, j'ai vécu pendant déjà 1 an en Angleterre et ensuite pendant 5 ans au Japon et là dernièrement 5 ans aux États-Unis. Voilà, et retour en France. Et Avoir une retour en prochaine France. expatriation, peut-être. Oui, c'est oui. C'est un style de vie aussi, ça. Ça fait vraiment partie, c'est intrinsèque, on va dire, oui. Ça fait partie de moi. Et au téléphone, on démarre avec qui est là ? C'est Geoffrey. Allô, Geoffrey ? Geoffroy, pardon, excuse-moi. Geoffroy ? C'est Geoffrey, tu vois, il m'a enduit d'erreur l'autre. Geoffrey, salut Geoffrey. Tu peux m'appeler Jojo, c'est plus simple. Je t'appelle comme je veux, c'est mon émission. T'es au Brésil ? D'accord. T'es au Brésil ? Je suis à Brasilia, la capitale du Brésil. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Pas mal de choses. Je suis arrivé ici il y a de ça à peu près 8 mois dans l'optique du voyage, mais j'ai commencé un peu à m'engager dans l'idée de donner de la visibilité à la conscience et l'action autour de l'environnement. Parce que je vois, alors parce ça. que Stéphane a quand même envoyé 2-3 lignes sur ta vie. T'as fait une balade de Pékin à Albertville. Wow. D'accord. Pourquoi pas Sans sous. En quoi ? En bus, en train, en quoi ? Pékin, Albertville. Sans argent. En 2 mois. Sans argent en 2 mois. Et comment t'as fait ? Ouais. Comment qui t'a Avec plein de bonnes vibes, plein de bonne humeur et croire en l'humanité tout du long, et ça a été exceptionnel. Alors là, on a un bon vieux débat qui peut démarrer tout de suite ou pas. On est Ouais. toujours à la limite de la mendicité dans ces histoires-là. Tu veux lancer sur ce débat ? Un petit peu, allez, vas-y, réponds. Ouais, parce que du coup, est-ce que c'est de la mendicité ? En fait, c'est la partie un peu sensible du choix du voyage sans argent, parce que c'est réellement un choix, Ouais. et ça reste une expérimentation. Ça reste sur un temps donné, et donc il faut savoir que c'est un choix, donc c'est pas de la mendicité comme la mendicité, en général, ce sont des personnes qui n'ont pas choisi de se retrouver dans ces contextes-là. Donc le sentir à l'intérieur de soi, Non, mais est-ce que tu avoir de demandais, l'argent est est-ce que totalement différent. est-ce que tu demandais des sous dans la rue ? Le but de faire un voyage sans argent, c'est de faire un voyage sans argent. Est-ce que tu demandais des sous dans la C'est-à-dire rue ? sans C'est clair. demander d'argent. Non, tu demandais pas d'argent. Donc tu faisais tout en échange.
le but du voyage sans argent, c'est de se dématérialiser, de te séparer de Oui, l'argent. oui. C'est Ah, seulement et Geoffroy, on est entre nous. Comment tu Geoffrey. fais? Il faut manger, il faut boire, il faut se déplacer, il faut payer des billets de train. Alors, comment je fais? Voilà, concrètement, Je vais comment ça marche? expliquer, Je vais expliquer. Au départ de Pékin, j'avais sur moi une carte imprimée sur un format A4, où d'un côté, on voyait le logo de Pékin, de l'autre côté, je mettais Paris, parce qu'Albertville, les gens ne connaissent pas, avec un itinéraire qui traverse la Chine, le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et toute l'Europe. Ouais. Une flèche pour montrer la direction. D'un côté, un gros logo qui montre des sous rayés, j'ai pas de sous, égale un smiley d'un bonhomme heureux. Et derrière ce papier, un texte écrit dans la langue locale. Donc, je trouvais quelqu'un qui parlait anglais, je demandais d'écrire dans la langue locale. Ce texte qui dit « Bonjour, je suis un voyageur français qui fait un défi de rejoindre Pékin à Paris sans argent pour témoigner de générosité, humanité et beauté. Mes besoins sont simplement le transport, un toit pour la nuit et un petit peu de nourriture. Si ça vous fait plaisir de m'aider en quoi que ce soit, je vous serai entièrement reconnaissant. » Ah, je vois. Et c'est tout. À partir de là, c'est laisser les choses apparaître. Moi, ça me dérange. Voilà. Je te le dis franchement, moi, j'aime pas l'idée. Moi, j'aime pas demander des sous comme ça. Mais là, il n'y a pas de demande de sous. Eh, si, arrête, on est entre nous, c'est bon. Il y a quelque chose. Non, mais entre nous, moi, je vais te dire la vérité de tous les voyageurs qui font du voyage sans argent, c'est sans prendre d'argent pour aller après acheter. L'idée, c'est réellement de donner de soi et de trouver les choses de base qui sont le transport, un toit pour la nuit. Oui, mais il y a quand même quelqu'un à un moment qui te donne du pognon pour acheter ton billet de train. Moi, je viens. Ouais. Mais c'est pas forcément du pognon. Tu peux trouver du gaspillage. Le gaspillage qu'il y a dans les poubelles, le gaspillage qu'il y a dans les restaurants. Ah oui, ça, mais ça, c'est si tu veux. Non, mais je te parle pas de ça. Ça, c'est service de valeur, de personnes qui sont plus heureux de donner un repas plutôt que de donner un échange, de voir la présence de quelqu'un avec qui partager un peu de temps. Non, mais je vois le truc. Mais moi, je suis toujours un peu dérangé quand on dépend entièrement des autres. Ah, ben le but, c'est un peu de déranger, d'interroger. Hein. C'est ça le truc. Ouais. Et alors, donc, tout ça, ça t'a amené jusqu'au Brésil, finalement, au bout du compte? Non, après, je suis revenu à une vie normale, du mec qui vit de la photographie. Je suis photographe. Donc, c'est un peu une vie d'artiste. Et après, en fait, j'ai traversé l'Atlantique à la voile, en bateau stop. D'accord. Et maintenant, au Brésil? Et maintenant au Brésil pour essayer réellement unir les gens autour de la conscience environnementale et le fait de cette union, il y a beaucoup d'actions qui vont se développer pour qu'il y ait plus de gens qui s'animent derrière ça et qu'on développe ces actions qui vont faire que ça... Pourquoi au Brésil? Parce que c'est spécialement concerné du fait Alors le monde entier est concerné, hein, pas seulement le Brésil. Moi, c'est juste que le fait que je suis arrivé au Brésil à la base avec le défi d'apprendre le portugais en 3 mois et de faire du reportage sur la situation actuelle au Brésil qui est très critique du fait d'une nouvelle élection qui a eu lieu l'année dernière. Donc moi à la base c'était plus pour ça, faire du reportage. Et après en fait comme j'ai toujours en fait cette envie de sensibiliser sur l'urgence climatique, je me suis engagé là-dedans et en fait j'ai été très les gens s'animent beaucoup au fait que ce soit un Français qui soit à fond derrière ça, parce qu'ici, il n'y a pas autant de visibilité sur ce thème-là. Et donc, je m'engage parce que je vois qu'il y a du potentiel, mais après, je vais m'engager sur un certain temps parce que je reste voyageur. Et après, je vais reprendre mon chemin et prendre la route de retour vers la France en vélo et voilier. En vélo et voilier, ouais, d'accord. Ouais, voilier, forcément voilier. Allez, alors, il y a un type que tu connais, c'est ça? Ils se connaissent virtuellement, c'est Louis. Salut Louis, bienvenue. Exactement. Salut les gars. T'es où toi Louis? Je suis au Mexique sur le bord de la mer. J'entends pas ce qu'il dit. Il est au Mexique au bord de la mer. Et vous vous connaissez tous les deux par internet interposé, c'est ça? Vous suivez l'un l'autre? Oui, on partage pas mal d'idées philosophiques avec Jojo. D'accord. Et vous êtes... maintenant je le direct. Ah, bon. Et Geoffroy, bouge pas. Geoffrey, on va garder Louis. Bon, Geoffrey, on te rappelle plus tard. On va mettre dans compta, on te garde. Et Louis, tu restes avec nous. Salut. Je suis là, je ne bouge pas. Ça marche. Salut Geoffrey. À bientôt. Louis, tu bouges pas. Je me retourne de nouveau vers Ourdia. Comment tu fais toi pour repartir? Donc, combien tu m'as dit? Entre 3 et 6 mois? Tout à fait, oui. Alors moi, en fait, je travaille. La première fois, en fait, pour partir, j'ai cumulé 2 emplois
pour pouvoir bien mettre de côté et puis pour pouvoir tenir justement un maximum. Mais à l'origine, je suis partie aux Antilles, à Saint-Barthélemy, pour travailler en fait. Ouais. Mais j'avais pas de travail déjà en partant, donc je me suis dit, je vais d'abord aller en Guadeloupe. Je suis allée en Guadeloupe et de Guadeloupe, j'ai postulé, sachant que la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Il y a beaucoup de chômage. Non, mais justement, mon intention n'était pas de rester en Guadeloupe, effectivement. C'est, la destination touristique à cette époque-là était encore une destination sinistrée. Hein. C'était effectivement pas très prometteur. Par contre, c'était Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, il y avait du travail. Et je savais qu'en postulant depuis la Guadeloupe, ça serait beaucoup plus simple d'avoir un emploi là-bas plutôt que de postuler depuis la métropole. Donc c'est ce que j'ai fait, effectivement, c'est à 45 minutes de vol de la Guadeloupe et assez vite j'ai eu un emploi, effectivement. Mais tu travailles dans quoi pour pouvoir, comme ça, bosser la moitié de l'année et partir l'autre moitié de l'année ? Dans l'hôtellerie. J'étais dans l'hôtellerie. D'accord, t'es dans des jobs saisonniers, voilà. Quoi. Mais oui, en fait, j'ai même plusieurs casquettes parce que j'ai fait en sorte, en fait, de pouvoir retrouver du travail à chaque fois que je revenais chez moi. Mais donc, je connais pas mal de gens qui font ce délire. J'ai des potes qui font ça. Ils ont une baraque à frites. C'est vrai, hein, dans le Pays Basque, là-bas, je crois. Et ils bossent 6 mois par an. Oui. Voilà, et les 6 mois, alors là, ils carburent comme des malades, t'imagines. Ouais. La baraque d'Afrique et Afrique, du camping. Donc voilà, toute la journée, tu fais de la frite et du ketchup. Pendant 4-5 mois, c'est ça. C'est ça. Et après, mais il y en a pas mal qui font ça. On en rencontre pas mal sur la route d'ailleurs, des gens qui bossent, qui reviennent en France pour les saisons. Exactement. Soit à la montagne, soit à la mer. J'ai rencontré également aussi beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on se dit, il y a beaucoup de monde qui nous dit souvent, mais vous avez de l'argent pour voyager. Non, j'ai pas d'argent. Vous avez de la chance. Non, j'ai pas de chance. Parce que là où ça marche, c'est quand tu bosses. Donc tu as un salaire occidental pendant 6 mois. Tu dépenses rien, tu fais que bosser. Et après, ça coûte rien de vivre sur la route, quoi. Ça coûte. Oui, dans certains pays, dépend où on va, ça coûte rien. Un pays comme l'Australie, par contre... Là, c'est cher. Voilà, oui. Par contre, il y a toujours des solutions, au final, pour voyager. L'Australie, vous avez le woofing, le Helpex. C'est des sites sur lesquels on peut trouver, effectivement, du volontariat. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, c'est pas donné qu'aux riches de pouvoir voyager. Mais alors, donc, du coup, c'est un vrai choix de vie. Tout à fait. Parce que, il y a Mira qui est là quelque part dans l'appartement avec votre fils, hein, c'est ça ? Oui. Vous avez un appartement, une maison en France Alors, comment ça marche ? Nous vivons en Suisse, donc on a un appartement qu'on loue et on a la possibilité en Suisse, ce qui est bien, c'est qu'on peut sous-louer l'appartement pendant qu'on part, ce qui n'est pas possible ici en France, parce que je suis d'origine française. Donc, oui, donc comme ça tu sécurises l'appart, ça rapporte pas de sous, mais il est là, quoi. Il y a un toit quand on revient. Il est là, on a un toit quand on revient. Et puis, ça nous évite de payer effectivement tout un loyer. Donc, l'argent, au lieu de le mettre dans le loyer, on le met dans le voyage. Voilà. Tout comme aussi, pour pouvoir voyager, on ne vit plus non plus de la même façon qu'auparavant. Les restaurants, on évite. On en fait un de temps en temps. Mais, oui, tout est mis sur... Tous les sous sont mis sur les 6 mois suivants. Oui. Et est-ce qu'il y a un côté... Est-ce qu'il faut sacrifier quelque chose pour vivre comme ça ? Oui, c'est des sacrifices. Pas de carrière, par exemple ? Oui, mais ça, de toute façon, moi, je ne suis pas carriériste. Donc, de toute façon, ce n'est pas un sacrifice réellement. Ma priorité, c'est les voyages parce que c'est une passion, que j'aime voyager. Et donc, ce n'était pas tout à fait vraiment... Et puis, j'ai fait, on va dire qu'au niveau professionnel, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc j'étais contente. Après, pour moi, le plus important, c'était d'être libre et d'avoir du temps. Voilà. En fait, c'est 6 mois de vacances, quoi. 6 mois de boulot, 6 mois de vacances. Oui. Vacances. C'est drôle parce que moi, j'ai tellement eu l'habitude de travailler, je travaillais tellement que même en partant, je me rappelle, la première fois que je suis partie, au bout d'un mois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne travaille pas. Je voyage, je faisais du woofing, donc ça allait, mais je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait je me suis trouvé une occupation, c'est-à-dire que je faisais des articles sur internet, je faisais des articles où justement je partageais avec les gens des expériences que j'avais, voilà, donc ça plaisait, puis en même temps moi je trouvais c'était un travail pour moi aussi, donc c'était bien. Louis est avec nous donc t'es où Louis ? Au Mexique, c'est ça, au bord de la mer ? Je suis au Mexique, au bord de la mer. De quelle mer ? Du Pacifique, côté Pacifique, donc dans un endroit qui s'appelle Huatulco, qui est au sud-ouest du Mexique.
Sud-ouest du Mexique, d'accord. Et c'est comment? Vas-y, décris-nous devant toi, c'est comment autour de toi? Bah écoute, là je suis au port, je suis en train de piquer la Wi-Fi d'un petit café pour pouvoir vous parler. Donc il y a des bateaux devant moi, des cocotiers, il fait très très chaud. Il y a des Mexicains au Mexique et il y a une plage. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Ça fait un bout de temps que tu es sur la route? Ça va faire 7-8 mois, 8 mois que je suis sur la route maintenant à peu près. À vélo? J'ai commencé au Québec et puis je suis parti. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Alors, t'as pas dit allô, t'as dit à vélo, c'est ça? À vélo, c'est ça, ouais. T'es sur un vélo? Ouais, non, j'ai toujours le vélo, mais là en ce moment je suis sur un bateau, un voilier. Donc j'ai fait du bateau stop et j'ai été pris en stop par un gros voilier avec une famille dedans qui tourne un documentaire, un peu comme le documentaire Demain, mais version espagnole. Et donc c'est super intéressant. Je cuisine à bord et donc le vélo est dans la cale puisque pour l'instant j'ai plus besoin de rouler. On se balade en voilier. Et t'es parti du Québec, c'est ça? Je suis parti du Québec, je voyage aussi sans argent, comme Jojo. Donc, à des fins philosophiques et spirituelles que je considère étant aussi énergivore qu'un travail manuel ou intellectuel rémunéré. Donc, on peut débattre là-dessus si ça t'intéresse, mais je trouve ça passionnant. Non, mais il n'y a pas de débat. En fait, moi, voilà, le truc qui est simple. Je sais que vous êtes nombreux à faire ça. Moi, ça me dérange. Voilà, j'aime pas trop. Si tu fais faire la Manche, si tu veux faire la Manche à Los Angeles, je veux bien. Et encore, il y a des gens là-bas qui ont vraiment besoin de pognon. Je trouve qu'on a toujours l'air, alors je vais dire franchement, on a toujours l'air un peu idiots, nous, les petits blancs friqués, parce que même si on vit cosmique ici, on est friqués par rapport au reste de l'humanité. On a toujours l'air un peu guignol à aller dans des pays où il n'y a rien, à dire bon, c'est un geste pour l'humanité, tout ça, bon, ça va quoi. Ça me gêne. Je préfère voyager avec très peu, il y en a plein, mais bon, j'ai un peu de pognon, j'ai bossé ou je bosse en cours de route et puis j'avance doucement au fur et à mesure des tafs que je trouve. Ça, je comprends, même si c'est très peu et même si un soir sur deux, tu vas toquer à la porte en disant bonjour, vous avez pas un petit... C'était quoi la phrase? Vous avez pas un verre de lait parce que j'ai besoin d'un bain, il y a un endroit pour aller dormir, enfin bon bref, je veux bien le coup, de temps en temps on toque à la porte et tout. Mais alors, en faire tout un concept. C'est quelque chose qui est souvent très très difficile à concevoir. Non mais tu vois la gêne quand tu es dans un pays. On a été éduqué et modélisé à concevoir la vie avec un service d'échange uniquement monétaire. Et c'est vrai que quand on retire l'argent de nos échanges humains, c'est très difficile à concevoir les choses différemment. Donc je comprends ton blocage. Mais sache que nous sommes un peu tous ces gens qui voyageons sans argent. On est en quête de solutions pour améliorer le monde. Et ce mode de vie nous amène des perspectives différentes qui nous ouvrent de nouvelles portes, en fait. Je vois l'idée, mais bon, tu comprends, j'adhère pas. Enfin bon, voilà, quoi, chacun son truc. Hein. Pour y aller, passer devant. Bon, et sinon, mais le Mexique, parce que le Mexique, tu t'es baladé à travers le Mexique ou pas? Vous avez descendu, descendu en bateau, c'est ça, ouais. Pour l'instant, ouais, on longe la côte et puis on s'arrête dans les ports. Donc on va à la rencontre des acteurs de la transition tout au long du chemin, parce que il en existe aussi à travers le monde entier. Hein. C'est pas uniquement qu'en France que les gens se bougent pour essayer de créer plus d'égalité et plus de justice environnementale. Donc c'est très intéressant, on touche à plein de sujets, l'éducation, tous les besoins alimentaires, de l'eau potable, des vêtements. Donc on va voir des gens qui vivent de façon alternative et qui créent de façon alternative pour soutenir les autres. Donc mon quotidien est rempli de ce genre de rencontres. Ah oui, et les personnes avec qui tu es font un documentaire sur toutes ces communautés. Enfin, je sais pas si c'est des communautés. Tout à fait. Tous ces modes de vie à droite à gauche. Ouais, t'as des communautés, t'as des individus indépendants, t'as des villages. Il y a un peu de tout. Et puis ouais, on a 2 caméras à bord, un directeur artistique, toute la patente, quoi. C'est super. Tous ces gens qui vivent, comment je vais dire, entre guillemets, différemment, voilà. C'est des Mexicains que vous rencontrez ou c'est des Occidentaux installés au Mexique? Il y a un peu de tout. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, les idées se déplacent. Hein, donc il y a aussi beaucoup d'idées qui sont ramenées
des pays occidentaux, des idées alternatives de vie, mais il y a aussi les Mexicains qui prennent conscience de l'aberration de notre système consumériste actuel et qui essayent de transformer les de façon collective dans des endroits comme la collectivité dans les villages, dans la montagne ou sur les côtes, des gens qui ramassent le plastique, des gens qui créent des vêtements en coton à l'ancienne en dépensant un peu d'énergie. Il y a un peu de tout. Donc tu as des gringos qui viennent ramener leurs idées et je trouve que c'est quelque chose de très positif et qui viennent s'installer au soleil aussi. Et puis tu as aussi des locaux qui font ça de façon individuelle. Bon, ben mon cher Louis, maintenant qu'on t'a, comme Geoffrey, on va te suivre. Hein. On le garde au chaud, le camarade. Bonne route, tu descends. Tu vas vers où, là Là, on continue, on va jusqu'en Colombie et après avec le bateau, petite parenthèse, je vous explique ça quand même, c'est très rigolo cette affaire. Donc, le deuxième partie du documentaire, c'est de remplir les cales de noix de coco et d'aller sur l'île de Pâques pour recréer une barrière végétale et recréer de l'autosuffisance alimentaire sur l'île. Et donc voilà, il y a un petit clin d'œil au fait que l'île de Pâques, il y a eu une autodestruction par compétition et par désir de fierté des habitants. Ils ont tout défoncé. Et donc, de recréer de la vie végétale, de recréer de l'autosuffisance alimentaire sur un espace comme ça. Donc, c'est un clin d'œil aussi un petit peu ce qui se passe au niveau mondial, au fait qu'on surexploite nos ressources, mais qu'on est aussi dans la possibilité de transformer les choses positivement. Ça marche, Louis. Bonne pêche aux noix de coco. Il va sauver le monde. Sauver bien le monde. Il en faut. Ouais, si je peux rajouter que Louis a une chronique sur la radio qui s'appelle Le Souffle du Panou, qui passe plusieurs fois par semaine. Et les dates et horaires, c'est... on a des crypto-gauchistes, écologistes, mendiants sur l'antenne de ma radio. Faut qu'on parle, Stéphane. C'est un beau résumé. Ouais. Faut assumer, j'assume. Bon, c'est bon, j'ai bossé inter. Salut Louis, à bientôt. À bientôt. Salut les gars, à bientôt, bonne route. Quelle est Ouja les destinations? Ourdia, oh là là, pourquoi j'y arrive pas? Ourdia, pourtant. À la fin de l'émission. Oui. Voilà. Ourdia, les destinations préférées, toujours au soleil donc. Oui, toujours au soleil. Alors, mes destinations préférées, voilà, effectivement. J'ai fait un tour du monde en fait en 6 mois. En 2013, histoire 2014. de choisir un peu, bon, voilà, je vais faire le tour. Exactement. Et alors, celle vraiment que j'ai préférée, c'était la Bolivie. Ah bon? Ouais, j'ai adoré la Bolivie. Bon, c'est inattendu. Alors, je sais pas pourquoi c'est inattendu d'ailleurs, mais c'est pas le pays qui sort habituellement. Mais oui, c'est comment, pourquoi? Justement, peut-être pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas une destination touristique très sollicitée. Et en fait, pour 2 raisons, je pense, la Bolivie, parce que d'abord, l'Amérique du Sud, j'avais jamais voyagé en Amérique du Sud, et je suis arrivée en fait au Chili. En me disant c'est bon, je vais arriver dans un endroit complètement dépaysant, et c'est ce que je recherche en fait en général quand je voyage, je recherche le dépaysement. Donc j'arrive au Chili donc en me disant que je vais être dépaysée. En fait non, j'étais à Santiago, et Santiago c'est New York. Enfin c'est pas New York, mais c'est très européen, c'est ça. C'est plutôt américain. Le Chili c'est Non, américain, c'est Buenos Aires c'est parisien. Voilà, je connais pas du tout cette région. On m'a dit voilà, c'est à Buenos Aires, t'arrives, il y a des immeubles haussmanniens. C'est Paris, exactement, voilà. Tout à fait. Et le Chili, effectivement, j'arrive à Santiago, puis je vois des bâtiments partout, tout le monde habillé à l'européenne, enfin l'occidental. Déception quoi. Un peu déçu. Ouais. Tu sais où ça m'a fait ça? Moi, la première fois de ma vie où j'ai été en Afrique, alors c'était en plus c'était vachement symbolique comme Afrique, enfin si c'était Afrique, c'était le Maroc, c'était Casablanca. Et j'avais réuni mes petits sous, tout ça, et j'allais à Casablanca. Je débarque à Casablanca avec tout mon... Il y a longtemps, je sais pas, 35 ans, un truc comme ça, tu vois. Et je débarque à Casablanca avec dans tout mon imaginaire, j'arrivais dans un pays arabe, quoi. Ça allait être... voilà, j'allais arriver chez les Arabes, yes, super. J'arrive à Casa, mais j'ai l'impression d'être à Montpellier. Et c'est terrifiant, merde, t'es tout déçu. J'ai pris un train, j'étais à Marrakech. Voilà, et donc, toi, pareil à Santiago. Exactement, ouais, Santiago. Et puis, bon, j'étais un peu déçue, mais bon, après coup, j'ai fait la connaissance de Chiliens, etc. C'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais quand même, toujours à la recherche de dépaysement. Donc, je suis allée au sud. Je suis allée jusqu'à l'île de Chiloé, donc au sud de la Patagonie, enfin, en Patagonie.
Et à Chiloé, donc trop froid, je remonte. Bah oui, parce que dépassant une certaine zone, plus on va au sud, on arrive au pôle sud. Il fait froid, exactement. Donc je remonte, je décide d'aller au désert d'Atacama. Là, dépaysement total. Au niveau tenue vestimentaire, c'est les mêmes que partout. Et en fait, donc j'ai pris un autobus pour aller donc au Pérou. Le Pérou, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était un peu plus dépaysant. Et la Bolivie, totalement dépaysant. C'était d'accord. Donc la Bolivie. La Bolivie, exactement. La culture, les gens, la culture, les gens. C'est là où il y a eu ce président étrange là. Comment il s'appelait? Pépé, le président bolivien. Oui, je sais pas. Voilà, qui était très dans le social, proche des gens, etc. Oui, je sais plus comment il s'appelait. Mais... D'accord, donc la Bolivie. Exactement. Et tu y retournes depuis? Non, j'y suis pas retournée. Non. Parce que chaque année, c'est un endroit différent. Oui. Je pars généralement dans un endroit différent. Non, il y a quand même. Non, je retourne souvent aux Antilles. En fait, tout dépend. Quand je suis un peu fatiguée de voyager, quand je me sens pas vraiment d'humeur à changer, à faire des recherches, parce que c'est aussi beaucoup de travail quand on voyage. On doit s'habituer à d'autres conditions. On doit s'organiser aussi, etc. Donc c'est soit on voyage effectivement à la découverte, pour partir à la découverte d'autres choses, soit on y va pour se reposer un peu et puis par contre être dépaysé. C'est vrai que 6 mois, c'est long 6 mois quand même. Hein. Ça s'organise. Je bouge pas mal en fait pendant 6 mois. Même si je vais par exemple aux Antilles, comme je suis retournée justement aux Antilles une fois, j'ai fait le tour des îles dans les petites Caraïbes. Voilà. Et puis là, par exemple, dans une semaine, je repars à La Réunion. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il fait froid. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben oui, je suis en transit. Tout à coup, je réalise, ils sont là. Je suis en transit. En fait, ça fait une demi-heure qu'elle nous dit n'importe quoi. Là, on revient de Dubaï. On a passé 3 semaines. Dubaï et les Émirats Arabes. Allez, une parenthèse sur Dubaï. J'ai pas envie d'y aller et j'ai envie d'y aller. Alors, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai l'impression que c'est l'empire du kitsch et une espèce de grand duty-free d'aéroport. Et en même temps, j'ai envie de voir ce truc bizarre. Alors justement, j'avais exactement la même impression avant d'y aller. Je me disais c'est pas vraiment ton temps. Je suis à la recherche de dépaysement, etc. Mais en même temps, je pense que tout endroit est intéressant. On me dit parfois tel endroit, faut pas y aller, c'est trop touristique. Non, parce que c'est marrant. Non, mais il y a toujours un intérêt. Surtout ça, c'est quand même des villes. Alors Dubaï, Mascate, Doha, tous ces coins-là. Il y a 30-40 ans, il n'y avait rien. Enfin, tu vois, c'était des petits bleds. Totalement. Et ça a poussé d'un coup, là, en 20 ans. Oui. Blam, et t'as des espèces de Las Vegas partout. Mais c'est ça, justement, l'attrait. C'est ça. On en prend plein les yeux. C'est très futuriste. Ah, totalement. Il y a un côté science-fiction là-dedans, tu sais. Mais totalement. Oui, c'est vraiment. Est-ce que quand on est dedans, on a une impression de fake comme ça? Exactement. On a l'impression, en fait, moi, l'impression que j'avais, c'est que j'allais à Disneyland. C'est ça. Ouais. Voilà. Il y a vraiment des endroits, c'est très touristique. Ils investissent énormément dans le tourisme, ils font construire énormément, mais tout ça, effectivement, a un but touristique, de faire venir des gens et c'est un peu, vraiment, c'est du Disney. On est allé à Global Village, c'est un endroit, en fait, où vous avez des représentations des monuments de bâtiments de différents pays, la Russie, des reproductions des bâtiments et tout ça, des reproductions. T'as la Tour Eiffel et le Kremlin et la Maison Blanche, au milieu du désert. Oui, non, c'est ça. Et puis c'est vraiment, on a l'impression d'aller dans un parc d'attractions, c'est ça. Et beaucoup de choses sont comme ça, vraiment. À l'origine de ça, il y a Vegas et Singapour, je crois. Vegas, t'es déjà allé à Las Vegas? Non. Las Vegas, c'est ça, quoi. T'as un désert immense, inhospitalier, inhabitable, et au milieu, t'as ce truc complètement barré. Mais t'as l'impression que quand tu vois, t'as les immeubles de luxe et tout, t'as toujours cette impression quand tu vas mettre le doigt sur le mur et que tu vas faire un trou, tu vois. Ça fait décor, il y a rien qui fait vrai. Et pourtant, ça brasse des millions. Hein, c'est vrai, il y a du business, il y a des gens qui habitent. Mais je sais pas, il y a un truc. Alors, ce qui est très drôle, une fois, je me suis retrouvée, en fait, on était dans un taxi et je demandais au chauffeur, je lui dis, mais c'est combien de temps pour aller au désert, aux portes du désert, pour aller, parce qu'on voulait aller faire un petit safari. Et il me dit comme ça, il me dit, mais vous êtes dans le désert? J'étais là, mais oui, effectivement. Oui, parce que c'est un désert. Pour le coup, écologiquement, toutes ces villes, c'est des catastrophes absolues, quoi. Avec
Oui. Il y a ils font des pistes de ski et des golfs avec des greens tout verts au milieu du désert. Quoi. Comme Las Vegas, comme aux États-Unis. Ouais. C'est complètement fou, quoi. Ah oui, c'est impressionnant. C'est vraiment, c'est vraiment drôle à voir. Et puis, est-ce qu'on peut s'en sortir pour pas trop cher à Dubaï, par exemple? C'est pas excessivement cher, en fait. C'est ça, non, c'est vraiment pas excessivement cher. J'ai l'impression que c'est tout un immense 5 étoiles, quoi. Non. En fait, je pense qu'il y a effectivement un service qui semble luxueux. Les hôtels on a l'impression effectivement c'est du grand luxe, mais c'est raisonnable. Typiquement, j'ai travaillé pour un grand groupe hôtelier français. Dubaï, on a eu dans un hôtel peut-être qui doit être peut-être 3 ou 4 étoiles, quelque chose comme ça. C'est le prix d'un 2 étoiles ici. Ouais. Voilà, donc c'est pas non plus, on va dire. C'est comme à Vegas, bon marché, mais c'est vraiment le même principe, quoi. Donc, ils te font dépenser des sous autour. Tu fais vivre le pays en étant là. Donc il faut que tu restes. Exactement. Oui. Et puis, ce qui est très drôle aussi à Dubaï, on est parti, nous, avec quelques petits a priori en disant, parce qu'en fait, on avait regardé sur Internet et pour aller dans les hôtels, on nous avait dit, faut faire attention parce que si vous n'êtes pas marié, on va vous embêter, etc. Et en fait, on n'a eu aucun souci. Et c'était vraiment... Et en fait, ils font tout vraiment pour attirer les touristes parce que c'est leur but. Ça, Alors attends, parce qu'il y a Dams. C'est qui Dams? C'est un copain à toi, Stéphane, qui m'envoie un message. Alors Dams, c'est quelqu'un qui nous fait une émission qui s'appelle Ici ou là. Alors il envoie un message, on a les réponses à tout, on n'a pas besoin de Google avec cette émission, c'est parfait. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux avec le président social dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle Pepe Mujica, nous dit Dams. Merci mon cher Dams, et il était président de l'Uruguay, pas du tout de la Bolivie. Et en Bolivie, il dit oui, c'était Evo Morales. Ah oui, tout à fait autre chose. Ouais, là c'était les Indiens pour le coup. Oui, voilà. Exactement. Merci mon cher Dams. Voilà, et quand vous pouvez nous remplacer, parce que là sur ma table on n'a pas Google, donc quand vous écoutez l'émission, vous nous entendez dire des trucs incertains. Les autres animateurs radio, faut pas croire qu'ils savent tout à tout, hein. Ils ont Google dans le studio, c'est tout. Comme tout le monde. Et donc voilà, faites Google à notre place. Merci beaucoup, Dams. Fin de la parenthèse Dubaï. Et Gaspard est là? Oui, il est là. Ah, Gaspard Walter. Vous connaissez pas Gaspard Walter? Un garçon extraordinaire. Comment ça va, mon cher Gaspard? Ça va très bien. Ça va très bien. T'es où? Je suis... c'est pas exotique, je suis dans le sud de la France, à Canet-Roussillon, qui est un petit port à côté de Perpignan. Mais pour toi, c'est exotique. Pour moi, c'est super exotique. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu travailles? En fait, la dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais en train de faire mon livre sur le Portugal et je t'avais dit, j'ai bien envie de m'acheter un bateau et de voyager avec un bateau. Je me suis acheté un bateau et j'habite sur mon bateau que je suis en train de rénover pour commencer à voyager d'ici 3 semaines à mois. Pour vous la faire courte, je vous présente Gaspard Walter, qui est photographe et écrivain et qui vit de sa plume et de ses photos en publiant. T'en as publié combien là? 4, 5 des livres sur des destinations? 4, il y en a un qui sort là en mai. Donc il y a eu le Vietnam, New York, Tokyo, Thaïlande, et donc Portugal va sortir. Ils sont tous là, regardez, on est dans mon salon, là, dans la bibliothèque. Tiens, regarde, prends-en un là, s'il te plaît, Pex. Là, alors, 2e étage, à gauche, poum, là, les gros bouquins. Là, c'est lui, là. Voilà, ceux-là, voilà, c'est lui. Regardez comme ils sont beaux, c'est des livres magnifiques. Je lui fais bien sa promo. Non, mais franchement, il faudra que tu mets toutes les... Voilà, c'est les... Regarde, nous. Voilà. Comment ça marche, les livres? Écoute, les livres, c'est un truc que je fais un peu à côté. C'est pas ce qui me fait vivre. C'est vraiment un truc que je fais par passion. Ça marche bien. C'est rare une collection qui... Maintenant, on va arriver au 5e. On est en train de travailler sur le 6e. Ça dure, hein. De nos jours, une collection qui dure si longtemps, l'édition, ça devient de plus en plus difficile. C'est très très compliqué d'être publié, de continuer à publier. Donc je suis très content, ça marche. Donc je suis content, on continue d'en faire. Gaspard se balade dans le monde. Alors à un moment, Gaspard, avant le bateau, on va arriver au bateau. On s'était parlé. Il allait faire son boulot pour son éditeur qui lui disait allez maintenant on fait un bouquin sur Tokyo. Et quand il avait rassemblé toutes ces images, tous ces renseignements, tout ça, il s'installait sur une petite île au sud de la Thaïlande pour travailler. Elle est pas belle la vie. Pas mal. Alors cette année, quand j'ai fini le Portugal, j'ai été m'installer au Canada. Ah ouais, rien à voir. Pourquoi? Pour changer, tu vois. J'avais envie d'un truc un peu différent. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller me faire 1 mois et demi tranquille au Canada. Et tu t'es installé où au Canada? Je me suis installé dans un quartier super sympa de Montréal où je me suis posé, où je me suis installé. J'ai fait un peu semblant de vivre là pendant
quelques semaines, le temps d'écrire les textes, de tout finir, et voilà. Parce que oui, quand t'as un boulot comme ça, que t'es pas obligé de rentrer chez toi, tu peux t'installer où tu veux pour bosser. Ça, c'est balèze. Bah ouais. Surtout comme moi, t'as pas de chez toi. Du coup, tu choisis vraiment où t'as envie d'aller après. Donc, ça permet de trouver un endroit. Ça, c'est un peu, tu sais, comme la pub où ils font tourner la map monde et hop, ils mettent le doigt dessus. Bah, tu fais ça. Tu dis, tiens, j'ai envie d'aller où maintenant? Ah, tiens, le Canada, je suis pas allé depuis longtemps. Et voilà. L'émission énervante, Allô la planète. mais ça, c'était avant. Car arriva ce qui devait arriver. Gaspard, t'as rencontré quelqu'un. Oui. Et voilà. Et là, du coup, bateau. Mais ça fait longtemps. Je suis une des rares personnes qui a réussi à rencontrer quelqu'un et continuer de voyager. Parce qu'en général, tu rencontres quelqu'un en voyage et tu te poses. Bah ça s'arrête. On rentre. Et là, en fait, elle est venue avec moi et elle m'a accompagné. Elle était assez folle pour vouloir partir avec moi et dire ok, je te suis. Et vous êtes ensemble. Et oui. Et du coup, l'idée du bateau, c'est ça? Alors du coup, l'idée du bateau, en fait, qu'on est en train de transformer, parce qu'en fait, on a une émission quotidienne sur Internet, qui est une émission de voyage, et on va transformer le bateau en studio flottant pour pouvoir faire l'émission d'un peu partout en Europe. On va commencer avec l'Europe, on va commencer doucement, parce qu'il faut aussi apprendre à naviguer du coup, mais voilà. Ourdia, bah c'est un peu ça aussi, toi. Parce qu'il y a Ourdia qui est à la maison, là, chez moi, autour de la table, et qui a son alors compagnon, mari, je sais pas. C'est mon compagnon. Ton compagnon, qui est dans une pièce à côté avec le bébé. Qui est plus un bébé d'ailleurs, 2 ans et demi, c'est un petit gars. Quoi. Oui, c'est un petit bonhomme. Et toi aussi, vous vous êtes rencontrés, pareil, sur la route ou... Nous, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble à Paris, puis on s'est rencontrés 9 ans après, on s'est revus 9 ans après, donc dans les Caraïbes. Et en fait, Mira aussi voyage, mais différemment de moi. Lui, c'était vraiment pour du long terme. Donc, il est resté quelques années en Guadeloupe et quelques années à Saint-Barth, alors que moi, c'est tous les hivers. Et du coup, après, effectivement, on s'est mis ensemble. Et vous poursuivez tous les deux. Et on poursuit. Ouais, on continue parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que beaucoup de gens vous disent « Ah, mais vous verrez, de toute façon, quand vous aurez des enfants, vous allez arrêter de voyager. » Et moi, la première chose que j'ai dit, c'est « Non, hors de question. » Je sais pas. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Ouais. Mais oui, parce que t'as jamais fait de bateau, Gaspard. C'est un truc que tu connais pas, ça. Ah toi. ouais, non. Non, j'en avais jamais fait. Vraiment, quand j'ai acheté le bateau, le type m'a dit « Bah, vous voulez faire un tour d'essai ?» J'ai dit « Bah, c'est-à-dire ça va être difficile, j'ai aucune idée de ce que je fais. » Et qu'est-ce que t'as fait? T'as pris des cours? Ça, je sais pas comment on fait dans ces cas-là. Moi. Bah tu fais. C'est comme si tu apprenais à nager en faisant des petites brasses depuis le bord de plus en plus loin. Donc c'est-à-dire que tu te dis bah tiens aujourd'hui je vais aller avec mon bateau à la bouée là-bas, puis je vais revenir. Tu dis ok ça j'ai réussi à le faire. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors ça c'était bien, ça c'est moins bien, il faut que j'apprenne à le faire. Puis tu pousses de plus en plus. Tu lis énormément. Et puis, au fur et à mesure, tu as l'impression que tu commences à savoir ce que tu fais, même s'il reste énormément de choses à apprendre. Tu fais ça tout seul sans prof? Bah ouais. C'est très difficile de trouver un prof, ça coûte très cher. En plus, on est en basse saison, il n'y a personne ici. C'est une ville morte. Donc, bah ouais. Wow. Et puis, ça fait partie du challenge aussi. C'est ça qui est aussi un peu amusant, quoi. Et à un moment, ouais, d'accord. Non, non, tu me colles là, Gaspard. Bravo. Je ferai jamais un truc pareil. Parce qu'à un moment, vous allez partir, vous allez traverser l'Atlantique, le Pacifique, je sais pas quoi. Alors, déjà, on va suivre les côtes espagnoles, ce qui déjà sera très bien. On va commencer par là et passer Gibraltar. Voilà, le projet, c'est suivre les côtes espagnoles, passer Gibraltar. Ouais. Déjà, quand on aura réussi à faire ça, ça sera très très bien. Mais bon, on parle d'un projet qui va prendre plusieurs mois. Gaspard, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, que tu interviens dans l'émission, qu'on se raconte nos vies. Ça fait, je sais pas, des années que tu vis comme ça. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui te manque de temps en temps? Tu penses non ou pas, hein, j'en sais rien. Non. Au point où d'ailleurs, là, de me poser sur le bateau, je me suis rendu compte que, tu vois, ça fait 2 mois que le bateau est à quai. C'est vraiment le maximum que je puisse faire. Qui me donne pas trop l'impression d'être emprisonné, mais déjà c'est un petit peu limite. Ouais. Déjà je me dis faudrait pas que ce soit plus que ça quoi. Non, je pense que j'aime voyager. En plus, je pense vraiment qu'on vit une époque où le voyage comme toi et moi on l'a connu, ça va commencer à disparaître beaucoup. C'est très différent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très différent aujourd'hui. Faut en profiter un maximum. Et donc, c'est ce que je fais, j'en profite un maximum. Qu'est-ce que tu penses qui va disparaître? Une liberté? Déjà, je pense qu'on sera jamais plus seul.
C'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller à un endroit dans le monde, marcher, et puis tout d'un coup, on était tout seul. Et tout seul, ça veut pas juste dire qu'il y avait... Maintenant, on sera plus seul, c'est-à-dire qu'on sera pas juste des gens, c'est qu'il y aura la trace des gens. Des gens qui sont passés par là, ou ton téléphone dans la poche, ou même, tu vois, l'avion qui passe, ou le bruit au loin. Je pense que vraiment, ce silence des endroits où on est seul, et de pouvoir tout laisser derrière soi, parce qu'il y avait cette idée-là dans le voyage de « allez, je pars et je laisse tout derrière moi ». Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile de vraiment tout laisser derrière soi. On a toujours cette petite chaîne, notamment du téléphone. Bah ouais, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, on partait et on parlait pas aux gens pendant des mois et on revenait et les gens avaient envie qu'on leur raconte des histoires et... Je raconte toujours cette histoire bon alors putain, j'ai pas envie de faire vieux con non plus. Mais bon, allez. Non, allons-y. J'ai quand même connu une époque, je sais pas si tu l'as connu toi, où donc il y avait effectivement pas de téléphone portable, ni aucun moyen, pas d'internet, rien. Et tu rencontrais des gens sur la route et il y avait 2-3 lieux où tout le monde allait tout le temps parce que c'était des lieux plus faciles où tu pouvais faire tes passeports, tes visas, si t'étais malade te soigner. Et notamment en Asie, c'était Bangkok. Bangkok, c'était le... Bah ouais, Koh San Road, ouais. Et tu allais à la poste restante à Bangkok et il y avait des grandes caisses en bois comme ça avec des papiers et des petites enveloppes et tu cherchais pour voir s'il y avait un papier à ton nom. Et de temps en temps, il y avait un papier à ton nom d'un gars qui dit salut Eric, on s'est rencontrés il y a tel jour à tel endroit, je suis passé par Bangkok, sache que dans les mois qui viennent, je monte à j'en sais rien, je vais en Inde, je vais au Népal, etc. Et toi, tu relaissais un petit mot aussi. Alors moi, j'ai connu les tableaux d'affichage dans certains restaurants. Ah oui, il y avait ça aussi dans les backpackers. Si John passe ici, dites-lui que je suis parti à Kuala Lumpur. Oui. Mais cette image des grandes caisses en bois toutes longues comme ça qui étaient là avec tous ces papiers, il y avait un côté très poétique. Tu sais, tu feuilletais, tu voyais des enveloppes qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans que personne n'avait ouvert. Je sais pas, il y avait un côté, voilà. Alors merci, je ferme la parenthèse vieux con. Et le monde n'était pas mieux avant, mais comme tu dis, Gaspard, il y avait ce côté de se perdre, enfin de couper vraiment le cordon. Je pense que de toute façon, c'était chouette. Ouais. Je pense que les jeunes qui ont maintenant 18-19 ans, qui commencent à voyager maintenant, doivent se dire non mais tout me semble très bien et le voyage me plaît comme il est. C'est très difficile de s'adapter à quelque chose quand les choses changent. Donc forcément, et puis en plus moi je me plains pas, sans internet je pourrais pas travailler. C'est ce qui fait que je peux gagner ma vie. Mais effectivement, forcément, je pense qu'on est condamné à avoir une forme de nostalgie quand le temps avance et que les époques changent. Mais forcez-vous à faire des balades de quelques jours ou quelques semaines sans téléphone. Forcez-vous à c'est formidable ça. Allez vous paumer quelque part en coupant le cordon pour de vrai. Vous allez voir, il y a une sensation de liberté extraordinaire. On est en Ardèche. Ouais, alors voilà, il y a Stéphane qui arrive en Ardèche. De toute façon, il n'y a pas de téléphone. Bon, et alors là, Gaspard, donc tu termines quel bouquin, tu m'as dit ? Alors j'ai terminé le Portugal, c'est terminé, je l'ai terminé il y a plusieurs mois, il sort en fin avril ou début mai. Sympa le Portugal, t'as aimé ? J'ai aimé, ça va, je peux le dire, je suis sûr que mon auditrice n'écoute pas, je trouve que c'était une très mauvaise destination pour cette collection, mais... mais non, pourquoi ? Oui, ça manque d'exotisme ? Mais non, je trouve que... tous les livres que j'ai faits, c'était des pays de voyage ou des villes de voyage. Je trouve que le Portugal, c'est une destination de tourisme plus. Et les endroits que j'ai couverts aussi, c'est des endroits qui avaient une espèce d'aura culte autour. Il y a des gens qui sont fous de la Thaïlande, il y a des gens qui sont fous de New York, qui collectionnent tout, qui vont décorer leur appartement comme ça. Avec le Portugal, peu. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu as des destinations cultes. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux n'avoir jamais été à New York. Quelqu'un dit New York, tu as des images dans la tête. Tout de suite, il y a une identité très très forte. Le Portugal, c'est formidable, mais cette aura-là, que moi j'utilise dans mes livres, est moins présente. C'est un pays que j'ai adoré le voyage. C'était plus compliqué à en faire un livre, surtout qu'en plus, c'est beau, et que le beau, parfois, quand c'est pas un petit peu usé sur les bords, c'est compliqué à capturer. Oui, parce qu'il faut préciser que les photos de Gaspard, une des identités... Une des techniques qui te caractérise, c'est que tes photos ont toujours un petit côté un peu trash, comme ça. Un peu... Pas trash, un peu brut, quoi. T'as du gros grain, quoi. Et là, j'avais l'impression que parfois, ça faisait un petit peu trop carnet de carte postale. Enfin bon, c'est chouette quand même, le Portugal. On se marre bien.
Je te l'enverrai, bien sûr. Mon cher Gaspard, merci beaucoup. Bon apprentissage. Alors, gardez le gilet de sauvetage, les deux qui savaient pas faire du bateau, là. Mets bien la petite ficelle qui t'accroche au truc, là. Bon, tu connais le vocabulaire, ça y est, tu dis boot, bâbord, tribord, tout ça? Ouais, non, ça commence, bien sûr, ouais. Non, alors, ça vient. Accroche bien ton boot je sais pas quoi, à la rambarde. Voilà. Et tombez pas, voilà, faites gaffe. Bon, on va garder cette règle-là, on va pas tomber. Bon, on vous embrasse, on se rappelle, mon cher Gaspard, à bientôt. Salut. Bonne route. Et l'émission va... Non, ça va, on a encore 10 minutes. On écoute Alexandra 2 minutes pour parler d'expatriation, par exemple. Alexandra, qui est là, qui dit rien depuis tout à l'heure. J'écoute, c'est très très intéressant. Toi, c'est très... alors, c'est un autre trip, c'est l'expatriation. C'est aller quelque part, s'installer, vivre, travailler, j'imagine. Ouais, c'est ça, travailler. Au Japon et aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ouais. Oui, c'est ça. D'abord en Grande-Bretagne parce que je tenais absolument à parler vraiment. Parle bien dans le micro, je tenais absolument à parler bien en fait l'anglais puisque c'était pas vraiment à l'école qu'on l'avait apprise, n'est-ce pas, Aurélia? Parce qu'on s'est connus au lycée en fait, elle et moi. Ah, vous êtes copines, d'accord. D'accord. Et donc voilà. Donc il m'a semblé vraiment très important de partir en Angleterre pour pouvoir bien apprendre l'anglais, chose que j'ai faite. Et puis à la suite de mes études universitaires, d'ailleurs en japonais et en sociologie. Je suis partie vivre en fait au Japon pendant 5 ans avec un contrat de travail et j'ai travaillé pour le gouvernement japonais, donc j'ai été fonctionnaire japonaise. Amélie Nothomb. Oui. Un petit peu, oui. Et ensuite j'ai travaillé pour le système privé, donc j'ai fait et le public et le privé au Japon. C'était intéressant parce que j'ai quand même pu voir en fait différentes facettes. Je me suis aussi mariée à un japonais, donc j'ai vraiment fait à fond. Ah oui, toi, t'as fait l'intégration totale. Oui, vraiment, complètement. Donc j'ai 2 petites en fait qui sont eurasiennes, qui sont franco-japonaises, mais enfin 2 petites, elles sont adolescentes maintenant. Voilà. Et on est revenu vivre en France et ensuite. Et toute la famille est partie aux États-Unis. Et en fait, on est revenu vivre en France pendant quelques temps. C'est là où elles sont nées d'ailleurs, mes filles. Et puis l'envie de repartir en fait à l'étranger est revenu en fait me titiller. Et ensuite, j'ai décidé de vouloir repartir en fait dans un pays anglo-saxon pour que mes filles apprennent l'anglais parce que de nos jours, je trouve ça vraiment complètement inévitable. Donc très important pour elles, pour leur futur, de savoir parler anglais. Et j'ai trouvé un travail comme ça en fait aux États-Unis où je suis partie cette fois-ci seule avec mes 2 filles parce que j'ai recommencé une autre phase de vie, donc je suis partie seule. Ah d'accord, ah oui, voilà. D'accord. Le mari japonais est retourné au Japon. Exactement. Voilà, et en fait, mes 2 puces comme ça, elles sont devenues, elles étaient franco-japonaises, elles sont devenues franco-américaines. 3 passeports, ouais. Non, elles n'ont pas eu le passeport, mais elles ont vraiment le mindset, elles ont vraiment la façon de voir à l'américaine et tout, donc ça c'est intéressant. Et puis, histoire de visa, on a dû revenir en France, alors que j'aurais vraiment voulu rester là-bas. J'avais tout recommencé, toute ma vie là-bas. Il y a plein de trucs à te demander, on n'aura pas le temps. Oui, voilà. Je voudrais faire un petit focus peut-être sur le Japon. Oui. Je parlais d'Amélie Nothomb, mais il y a d'autres histoires comme ça assez fascinantes sur des Occidentaux qui vivent au Japon. Ça n'a pas l'air simple quand même. Ce qui est compliqué aussi, c'est tout dépend sur un homme ou une femme. Si on est une femme, l'expérience est encore bien différente que celle d'un homme et c'est encore plus compliqué, je trouve, en tant que femme, de vivre en fait au Japon et surtout d'avoir une vie professionnelle au Japon. Pourquoi ? Parce que la place de la femme dans la société japonaise. Tout est tourné en fait vers l'homme ou au service de l'homme, en généralisant énormément, mais c'est quand même pas très très simple en fait de pouvoir. Déjà, c'est une société où tout est tourné autour de la communauté et pour le groupe. Donc, en tant qu'individuel ou en tant que personne, c'est vraiment difficile en fait d'exister. Et nous, occidentaux, on est très individualistes. C'est comme ça qu'on a, c'est notre éducation et c'est la façon dont on a grandi et on a vu les choses, etc. Donc les perspectives, les façons de voir les choses sont très différentes. Donc il y a déjà ça en fait à la base qui est difficile. Et ensuite, moi, comme j'ai été mariée avec un Japonais, c'était il fallait que ma vie soit pour la famille, pour le mari. On me demandait régulièrement si j'avais pas un bébé dans le ventre, ce qui moi me choquait beaucoup à l'époque parce qu'en fait ils me demandaient en fait comment ça se passait entre mon mari et moi. Mais non, pour eux c'était plutôt quand est-ce que tu vas faire ton devoir et quand est-ce que tu vas avoir un enfant pour. Il y a une pression du groupe. Il y a une pression énorme de la société constante tout le temps. Ouais, ça c'est assez difficile à vivre. Et donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de repartir du Japon, de revenir vivre en Europe. Il y a souvent ça vient, mais d'hommes aussi. Alors, j'imagine que c'est différent, mais pareil, ça n'a pas l'air simple, vraiment. C'est pas simple. Pourtant, c'est attirant, c'est fascinant ce Japon. Puis, on peut y trouver aussi une très grande liberté. Donc, il y a des gens qui sont au contraire et s'épanouissent énormément en fait au Japon, puisque là-bas tout est déjà décidé, cadré. Il suffit de suivre en fait les codes, les règles.
Et donc on n'a plus vraiment à se prendre la tête. On est juste bien. On est juste bien. Et en plus, il y a le statut de gaijin, le statut en fait d'étranger, qui fait qu'on est un petit peu sur un piédestal. Et donc vous avez des personnes en fait qui ont une vie plutôt en fait normale, etc. Et puis ils arrivent au Japon et ça en devient une vie très excitante parce que justement ils ont ce statut d'étrangers, de blancs je savais pas qu'il y avait ce très côté intéressant et ça, ils deviennent un petit peu prennent de l'importance, ça devient un peu des mini-stars, enfin en exagérant, mais bon voilà, ils deviennent beaucoup plus importants que s'ils étaient restés en fait sur place. Tu crois que c'est particulier au Japon, ça ou j'ai un peu voyagé dans le reste en fait de l'Asie et c'est vrai que le Japon est un pays quand même très particulier, c'est très séculaire, ça a toujours été une île, ils ont toujours été coupés plus ou moins en fait du reste du monde. Donc ils ont vraiment développé leur propre culture. Et pour moi, oui, c'est beaucoup plus particulier au Japon qu'aux autres pays. Mais je connais beaucoup moins tous les autres pays asiatiques, donc j'en suis pas experte, donc je peux pas non plus affirmer. Donc tu dirais quoi ? C'était une bonne expérience ? Bon, il y a un mari, des enfants, tout ça, donc j'imagine que c'est pas si mal non plus. Si, c'était une belle expérience. Enfin, il y a eu des moments difficiles, c'est sûr, certains, mais non, c'est une très très belle expérience. Il y a de très belles choses. Moi, franchement, je recommande à tout le monde d'aller visiter le Japon et d'y rester quelques semaines, vraiment minimum, c'est pas plusieurs mois, et surtout de sortir des sentiers battus et de pas aller toujours dans les lieux touristiques, mais d'aller dans les campagnes et aller rencontrer les Japonais dans leur maison, en dehors des personnes qui parlent pas vraiment anglais, donc qui vont vraiment vous faire connaître la vraie culture et la vraie vie à la japonaise des Japonais. Voilà. Audia, t'es pas allé au Japon ? Non. Non. C'est drôle parce que c'est une destination qui devient à la mode en ce moment, j'en entends beaucoup parler. Mais oui, j'irai parce que je pense que ça doit être intéressant. Donc, je suis passé, ma vision du Japon, c'est une semaine à Tokyo. Mais c'était un moment où je voyageais beaucoup autour du monde et j'avais pas beaucoup de sous. Et voilà. Et en fait, je suis arrivé, je faisais une balade autour du monde pour le coup, et j'étais de Los Angeles, tac. Et je me suis dit, tiens, je continue autour du monde, je vais en face. Là, c'est en face. C'est Tokyo. Et t'arrives à Tokyo et j'ai grillé un mois de budget en une semaine. C'est très cher. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça a dû peut-être un peu s'arranger. À l'époque, je me rappelle, l'hôtel le moins cher de Tokyo, je l'avais trouvé, c'était $100 la nuit. C'est ça. Et c'était un truc pour étudiants, tu sais, voilà. Donc tu gaspes quoi, et il faut un budget quoi. Quoique maintenant ça a peut-être un peu. Non, je pense qu'il faut quand même un beau budget, surtout si on veut bien vivre l'expérience et puis. Mais tu comprends rien. Mais j'ai passé une semaine, je suis incapable de dire je n'ai rien pigé. Mais eux-mêmes, ce qui est très surprenant, je me rappelle à Tokyo, c'est-à-dire que les Japonais eux-mêmes ne savent pas où sont leurs rues quoi. Ils sont toujours avec des cartes et des plans. Mais il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nom de rue. Exactement. Ça change tout le temps. Alors ils sont là, ils te donnent rendez-vous, ils arrivent tous eux-mêmes avec les cartes et tout. Ah oui d'accord. Donc même vous êtes largués. Oui, nous on est tous largués. Il y a un côté, tu piges rien quoi. En fait, quand t'arrives juste une semaine comme ça, c'est vraiment marrant. Pour ça, c'est rigolo. T'arrives sur Neptune quoi. Rien quand tu descends. Pour avoir quelque chose de dépaysant, comme disait Ordia, le Japon, c'est parfait. Hein. Et puis il y a ces lettres quoi. Tu comprends rien. Tu dis bon, je vais manger un bout. Tu regardes autour de toi, tu dis il faut aller à l'extérieur sur les vitrines et pointer en fait les plats qui sont dans les vitrines. C'est la meilleure façon de faire. Oui, puis alors le coup avec leurs restaurants qui sont à l'étage, dans des buildings, tu comprends dans les rien. Appartements. Et faire attention de ne pas tomber dans un snack au bar, dans un bar à hôtesse où ça coûte vraiment une blinde et là, franchement, là, on y laisse des plumes. Non, mais il faut faire attention, là, on tombe aussi. C'était assez étonnant, ça donne envie d'y retourner. Et après, donc, États-Unis, alors en 2 mots, les États-Unis, c'est tout à fait autre chose. Là, alors, étonnamment, j'ai trouvé l'expérience plus difficile aux États-Unis qu'au Japon, alors que c'est quand même l'Orient versus l'Occident. Donc, venant de France, je pensais que ce serait plus simple. Et ils sont très similaires, mais en même temps, ils sont très, très, très différents. Donc, j'étais prise, j'étais parfois vraiment démunie et dépaysée par rapport à certaines réactions, par rapport à certaines façons de faire. Et j'étais maman célibataire avec 2 petites aussi de 5 et 4 ans à l'époque, donc c'était pas simple non plus. C'était où, pardon ? En Floride, à côté de West Palm et de Boca Raton, enfin pas loin de Miami en tout cas, sur la côte est de la Floride, voilà, pendant 5 ans. Et donc voilà, donc l'adaptation n'a pas été si simple que ça. C'est vraiment autre chose, hein, les Américains. On a la sensation que ça va être très proche, mais c'est ce que non. Je dis, on pense que c'est très similaire et en fait c'est très différent et c'est-à-dire qu'on a l'impression de les connaître faussement via la culture, via les images, le cinéma, la littérature, tout. On est tellement imprégné d'Amérique depuis notre enfance qu'on a l'impression de les connaître. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque État dans les États-Unis est aussi très différent des autres États. Il y a des sortes de cultures en fait qui se développent que dans la région ou dans l'endroit où on est.
Donc, ce qu'on voit à la télévision, on en fait une généralité pour tous les États-Unis, mais la Floride, c'est très différent du Nevada, comme c'est très différent de l'Alabama et comme c'est très différent de New York. Ouais. Mais t'as aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Non, nous, on voulait vraiment y rester. Ça a été un déchirement de devoir revenir en fait en France. Parce que c'est une vie qui est dure socialement. Oui, c'est marche ou crève. La santé, marche ou crève. T'es parti avec des enfants, ouais, donc l'école. Oui, c'est marche ou crève. Ouais, vraiment, marche c'est ça. Marche ou crève, et puis il faut s'endetter et il faut prendre le risque de s'endetter, ce qui est aussi un stress quotidien qui n'est pas simple à gérer. T'es obligé de t'endetter d'ailleurs. Oui, obligé, parce qu'il faut avoir un credit history, comme il dit, il faut avoir un historique de crédit pour pouvoir louer un appartement, acheter une voiture, pour pouvoir. C'est la raison de ça. Pourquoi ? Parce que chez nous, on aurait plutôt l'envie de faire l'inverse, c'est-à-dire on se dit bon, je vais liquider tous mes crédits comme ça, je vais être clean et je vais être un bon citoyen. Tandis qu'aux États-Unis, si t'as pas de crédit, t'es pas un bon citoyen. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est un système économique qui fait qu'il faut s'endetter pour faire tourner le système ? Oui, il y a déjà ça, et ensuite c'est pour prouver qu'on est solvable. On peut prouver qu'on sait en fait s'endetter et gérer l'argent et pouvoir rembourser ensuite. Donc il y a plusieurs aspects en fait à ça. Mais c'est un très gros souci parce que moi, tous mes amis autour de moi, ils avaient je sais pas combien de crédits sur le dos, et il y en a qui faisaient même parfois jusqu'à 4 jobs pour pouvoir rembourser leur crédit, quoi. Et du coup, ça fait tourner le pays, c'est là où j'en reviens. Et du coup, ils sont tout le temps en train de faire... Et c'est très consumériste, enfin, ils passent leur temps à faire leurs courses et aller dans les malls ou aller dans les magasins, ils sont tout le temps en train d'acheter des choses on est dans le complètement cliché, superflues. On est dans le cliché, mais c'est vrai. Mais moi, en fait, je recevais des fois jusqu'à 7 fois par semaine des courriers pour m'inciter à prendre une carte de crédit. Donc il suffit d'avoir un moment de faiblesse ou avoir un moment où on a vraiment besoin d'argent, on tombe carrément dedans. Et après, on se retrouve à, on va dire, genre $2,000 de plus de dette sur le dos, quoi. On a jusqu'à 7 courriers par semaine, sans compter les appels et tout. D'organismes privés en dehors des banques. Oui, exactement. Exactement. Et donc, on est tout le temps poussé à la consommation. Et ça en devient normal, comme la consommation des médicaments, pareil, avec toutes les publicités qu'on peut voir sur les médicaments aux États-Unis. Et ça, au bout d'un moment, toi, en tant qu'Européenne, t'en as pas eu marre ? Tu te dis, je serais bien resté là-bas, mais ce mode de vie-là, complètement excessif. En fait, ce dont je me suis rendu compte après coup, en revenant en France, j'ai eu une prise de conscience sur à quel point ce stress financier me bouffait l'intérieur. Ouais. Et je me rendais pas compte à quel point ça me tuait entre guillemets à petit feu, que c'était vraiment un stress très très important. Et c'est en revenant en France en fait avec ce poids en moins, avec ce stress à devoir tous les mois rembourser en fait la carte de crédit, etc., et de toujours en fait dépenser à droite à gauche. Et puis j'étais seule en fait de me débrouiller avec mes filles. D'être enfin revenue et d'avoir une vie un peu plus normale et puis de pas être tout le temps incité, parce qu'aux États-Unis, il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose à payer. Et donc, tout d'un coup, il y a eu cette paix, en fait, cette sérénité que je n'avais pas eue pendant 5 ans quand même. Et je m'en étais pas rendu compte. Parce que tout le monde est là-dedans. Tout le monde. Et encore moi, j'avais qu'une carte de crédit. Mais moi, j'en connaissais qu'il y en avait plusieurs. Et d'où le fait de faire 4 jobs aussi, parfois. Ah oui, t'es obligé. Il faut... Ah non, mais oui, parce que sinon après, il y a des gens qui viennent, qui vous font signer, ils frappent à la porte, ce qu'on voit dans les films, quoi. C'est vraiment comme ça. Des huissiers, là. Des sortes d'huissiers, oui, ou des justiciers, ou je sais pas comment on va dire, mais en français, mais donc voilà. Et donc ça, en fait, ces grosses différences, oui, ça c'était bien de revenir en France rien que pour ça, en fait. On va s'arrêter là, c'est l'heure. Tu repars où alors, Alexandra? Je te reviens. Oula, ce sera vraiment dépendant de ce que la vie et Dieu va m'offrir. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Et Ourdia, l'hiver, c'est encore l'hiver ici, il faut repartir. Exactement, vous allez où? La semaine prochaine, on part à La Réunion. Voilà. On part d'abord en Hollande, une petite semaine voir la famille, et puis après. Et combien de temps La Réunion? La Réunion, 1 mois et demi. On vous appelle là-bas? Oui, avec plaisir. C'est quand la prochaine, Stéphane? Dans 15 jours, le 23. Le 23. Bon. Oui, on sera parti, on sera déjà là-bas, on sera installé au soleil. Le 23 ou alors à la celle d'après, début mars. Voilà. Pas de souci. Vous pouvez envoyer le générique, cher ami. On va y aller. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Alexandra. De rien. Papoter un petit peu. Ourdia, merci à tout le monde. Lex, merci pour les œufs. Christophe, merci pour je sais pas quoi, mais ça va, il est bien mon canapé? Il est sympa, hein? Ouais, le canapé est sympa. Stéphane, un message, c'est le moment. Alors un message juste pour saluer Mélanie, Max et tous les autres, ceux qui nous ont laissé des petits messages, Sylvaine, Hélène, voilà, et puis donc on est là le 23 dans ton salon. Donc qui veut venir, venez, voilà. On a de la place pour, en tout cas... physiquement ici, et puis avec Plex justement, Plex prépare une émission qui s'appelle Voyage Immobile en Ardèche. On recherche pour cette émission sur le coronavirus. Quoi? Oui.
Comment tu peux choper le coronavirus en étant immobile en Ardèche? Des personnes qui... Je t'expliquerai. C'est les poules. Des personnes qui ont été en Chine ou dans un pays asiatique ou ailleurs et qui ont été confrontées de près ou de loin au coronavirus. Voilà, moi j'ai eu une bonne petite crève cette semaine. Ah bah voilà. J'ai eu beaucoup de succès dans les bureaux où j'arrivais en disant j'ai la crève. Un masque. Bon bah merci tout le monde, à la prochaine, soyez bien fidèles à Allô la planète, la radio, et on poursuit. Et à très bientôt. Et l'émission est à écouter mardi dans la soirée. Voilà. C'est hyper pro quand même. Tu vois. De toute façon c'est en podcast après tout le temps, on peut écouter ça quand vous voulez. Ciao touti, à la prochaine. Allô la planète. Avec Eric Lange. Mon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange. F1